Ils sont bien. Alors, ils nous ont fait un point formidable. Hein. Moi, je sais tout et vous savez tout maintenant, ou presque, de ce marché de l'investissement. Si vous voulez cependant compléter éventuellement votre information en sortant tout à l'heure, là, je vais faire une page de pub, là, je vous préviens tout de suite. Vous pourrez trouver dans notre magazine Imo Week tertiaire un dossier complet sur ce marché de l'investissement avec, bien entendu, les analyses de nos amis de Catella. Mais je vous propose qu'on se tourne maintenant. Après ce moment, moi, j'ai beaucoup apprécié le côté « ne tombons pas dans le pessimisme ». Parce que vous savez, je répète tout le temps cette phrase d'Alain, le pessimisme est de raison, l'optimisme est de volonté, et je trouve que le côté sombrons dans un pessimisme terrible, c'est jamais la bonne solution. Et nous allons nous tourner maintenant vers Geoffroy Roux de Bézieux, je vais lui demander de venir vers nous, on va lui passer un micro s'il le veut bien. Alors, est-il vraiment nécessaire? Oui, oui, vous pouvez l'applaudir, ça serait pas bête. Est-il vraiment nécessaire de vous présenter, monsieur? Vous me permettez de dire 2 mots? Bon, alors je vous présente. Comme vous voulez. Voilà. Alors je fais vraiment en 2 mots dire que vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous n'êtes pas le seul dans cette salle. Vous avez fait un truc qui m'impressionne énormément parce que vous avez été commando marine. Alors quand on a été aviateur de première classe, forcément on a beaucoup de révérence pour quelqu'un qui a été au Liban pendant son service militaire. Et vous n'avez pas fait que ça puisque vous avez, comme vous le savez tous, créé The Fun House. Vous avez été un opérateur mobile. Vous avez depuis créé des fonds d'investissement. Vous avez été le président de l'UNEDIC. À mon avis, c'est pas du gâteau, et vous êtes aujourd'hui le vice-président du MEDEF. C'est sans doute aussi du gâteau, mais c'est sans doute aussi une fonction lourde et parfois complexe. Alors, est-ce qu'on pourrait parler... Alors, on vient de faire un point formidable sur, au fond, ces marchés de l'investissement en immobilier en France. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de macroéconomie, d'économie au sens large? Alors, Emmanuel et Stéphane nous parlaient du deuxième semestre tout à l'heure, et avec des perspectives qui étaient plutôt positives. Comment est-ce que vous voyez, vous sentez ce deuxième semestre 2015, alors que les chiffres du chômage viennent de nous parvenir mauvais? Bonjour d'abord à tous. Merci à mes amis de Catella de m'avoir invité. Bon, moi, je vais plutôt être du côté du pessimiste de la raison que de l'optimiste de la volonté, au moins pour, il en faut. Au moins pour démarrer. Alors certes, vous l'avez dit, les planètes sont alignées, mais enfin, pour que l'avion avance quand les planètes sont alignées ou que la fusée décolle, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Le plus près possible, c'est tout. C'est tout. Non, ça marche, mais il faut le mettre m'entendez, ouais. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, objectivement, il y a un ensemble de choses qui s'alignent. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Donc la baisse des taux, le prix du pétrole qui se maintient à un niveau extrêmement bas, la baisse de l'euro. Donc tout ça, effectivement, donne un effet de reprise. Et puis il y a un point qu'on oublie un peu, c'est que les comparables en valeur absolue auxquels on se compare, que ce soit la production industrielle, que ce soit les mises en chantier, que ce soit les chiffres de consommation, sont des comparables extrêmement bas quand on regarde les 10 années précédentes. Donc forcément, je suis administrateur d'un grand groupe automobile socialien. Le marché automobile a repris depuis le début de l'année, mais il a repris à un niveau qui est encore 30% en dessous de celui de 2007. Donc il est à plus 5, je crois, à fin mai, mais c'est un plus 5 qui en fait ne veut rien dire. Alors oui, les planètes sont alignées, et donc ce qu'on appelle le consensus des économistes, donc ces économistes qui se sont toujours trompés depuis la nuit des temps, prédit une croissance supérieure à 1% pour la France en 2015 et supérieure à 1,5% pour 2016. Alors ça, c'est le côté positif des choses. Mais malheureusement, et d'ailleurs les chiffres le démontrent, c'est une croissance qui n'a pas l'air de déboucher en emploi. Et s'il n'y a pas d'emploi, il n'y aura pas beaucoup de mètres carrés, si je puis me permettre. On en parlait. Parce que, sans être un expert de l'immobilier, je pense qu'on peut dire que vous dépendez quand même de la santé économique des entreprises. On a bien vu sur les courbes qui ont été montrées, et que il va y avoir beaucoup de délais entre les premiers signes de reprise et puis une reprise forte de l'immobilier. Alors pourquoi je dis ça? D'abord quelques chiffres pour donner un peu le contexte. En France, on dépense 57% de la richesse créée dans des dépenses publiques. C'est le record d'Europe avec le Danemark. Donc à chaque fois que vous créez 100 euros de richesse, il y en a 57 qui partent dans les dépenses publiques. Et
ça se traduit comment? Ça se traduit par un taux de prélèvement obligatoire, donc les impôts, charges sociétaires, de 44%. Donc ces deux chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, 57-44, ils sont à comparer à une moyenne européenne. La moyenne des dépenses publiques, c'est 48%, 57-48, et la moyenne des prélèvements obligatoires, c'est 40%. Donc on a un revenu de l'État qui est, et un coût de fonctionnement de notre État qui est très supérieur à la moyenne européenne, qui fait qu'à chaque fois qu'on crée de la richesse, cette richesse ne se déverse pas dans l'économie et donc dans l'emploi de la même manière qu'ailleurs. Puis il y a un deuxième phénomène très clair, 1 point de PIB en France, c'est historiquement 0,3 emplois en plus. 1 point de PIB en Angleterre, c'est 0,6 à 0,7 emplois en plus. Et on est aujourd'hui au MEDEF, c'est souvent accusé du million d'emplois. Je ne sais pas si vous avez vu le président Gattaz avec le fameux PINS. Oui. Donc effectivement, quelquefois un peu attaqué dans les émissions de télé par nos amis syndicalistes. Mais ce fameux million d'emplois, il a été créé. Le problème, c'est qu'il n'a pas été créé en France. Quand on regarde, ou du moins, il a été créé en France dans les années 90-2000, on crée régulièrement de l'emploi. Quand on regarde ce qui s'est passé entre 2009 et 2014, 1 million d'emplois, d'ailleurs plus d'1 million d'emplois créés en Allemagne, 1 million d'emplois créés en Angleterre, petite parenthèse, en Angleterre, où dans le même temps, on a mis fin au contrat de 500 000 fonctionnaires. Donc, on détruit des emplois dans la fonction publique, on en crée dans le privé. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait chez nous. Et donc, oui, il y a des pays qui créent des emplois avec un cercle vertueux d'économie de marché, mais nous, dans la situation dans laquelle on est, et malgré, je pourrais en dire un mot, des initiatives plutôt courageuses du gouvernement Valls, que la droite n'a pas pris quand ils étaient au pouvoir, c'est trop peu et c'est trop tard. Et donc, malheureusement, cette reprise sans emploi, elle sera vraie pour 2015. Alors, on peut espérer qu'en 2016, il commence à y avoir une petite création d'emplois, mais pas du tout à la hauteur des destructions qu'il y a eu, et pas du tout à la hauteur de ce qui est nécessaire dans un pays où la dynamique démographique est forte. On disait autrefois, il faut 1,5% de croissance pour maintenir l'emploi au niveau, à cause du nombre de jeunes qui arrivent sur le marché. Je ne suis pas sûr que ce chiffre soit encore vrai. Et puis, dernier élément de contexte, on vit quand même des transformations technologiques absolument phénoménales. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière la crise que vous connaissez, il y a quand même des changements de business model dans des industries qui sont en train de changer complètement la manière dont on fonctionne, dont on travaille et dont on crée de l'emploi. Pendant longtemps, je pense qu'on a cru, les uns les autres, que le numérique, c'était le truc sympa pour les mecs qui faisaient des super valorisations, qui vendaient en 3 ans, mais ça ne touchait pas l'économie réelle. C'est cette expression, à mon avis, totalement fausse, de vieille économie et de nouvelle économie. C'est ce que pensaient les hôteliers, c'est ce que pensaient les banques, ce que pensaient les assureurs, c'est ce que pensent peut-être encore certains secteurs. Le problème, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature de votre business, enfin vous êtes dans l'immobilier, mais j'ai un peu l'impression d'adresser, vous savez, au MEDEF de l'Eure, au MEDEF de la Loire, où en général je fais mes discours, donc j'ai repris quelques réflexes. Mais quelle que soit la nature du business, il y a quelqu'un quelque part, pas toujours malheureusement chez nous, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, qui est en train de réfléchir à faire la même chose que vous, à l'aide de la technologie, et pour beaucoup moins cher. Donc, vous avez cité le fonds d'investissement qu'on a monté avec Pierre Cocheco-Morizet. Premier investissement qu'on a fait en 2010, c'est Blablacar. Bon, alors je dis ça d'autant plus que moi j'étais plutôt contre cet investissement. Vous voyez, donc on n'a pas toujours raison. Blablacar, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Quel est son métier? C'est de détruire le business model de la SNCF. Qu'il a quand même racheté, si j'ai bien compris. Du tout. Ah non, je dis une bêtise. Non, vous dites une grosse bêtise. Grosse bêtise. Mais voyez le volume. Les journalistes disent que des bêtises. Je veux dire par là, c'est que des business anciens, des business traditionnels sont en train d'être, alors vous connaissez l'expression de Maurice Lévy, ubérisés, et détruits dans leur business model par des acteurs nouveaux qui utilisent la technologie. Il ne faut jamais oublier que c'est d'abord la technologie qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et donc ça a des conséquences fortes sur l'emploi, sur la manière, sur le type d'emploi d'abord, et sur la manière dont on recrute. On a un exemple très simple, les banques ont été, enfin les professions financières au sens large ont été, quand on prend la période, on va dire, 2010, les principales créatrices d'emplois nets dans l'emploi français.
pour ça que vous avez une agence bancaire pratiquement à chaque coin de rue, partout en France. Prenez le carrefour normal de toute ville de province, vous avez une Société Générale, une BNP, un Crédit Mutuel, etc. Moi, aujourd'hui, plus personne ne va dans son agence bancaire, sauf une fois par an pour négocier son crédit immobilier. Et donc, du coup, on se retrouve, enfin, les banques se retrouvent avec des quantités industrielles de collaborateurs, un parc immobilier effectivement assez significatif, et des clients qui, d'abord, partent, parce qu'ils vont dans des banques en ligne, quand ils vont mettre leur argent ailleurs, et puis surtout, ils ne vont plus dans les agences, ils font leur beurre autrement, directement sur Internet. Donc, derrière les rigidités françaises, il y a aussi un changement de paradigme mondial qui fait que l'emploi n'est plus le même. Tout ça pour vous dire que si vous n'utilisez pas Catella régulièrement, vous avez de gros problèmes devant vous. C'est ça qu'il faut que je dise, non? C'est pas mal, ça, oui. Alors, juste pour terminer peut-être sur une note optimiste, il y a malgré tout quelques raisons d'espérer dans ce pays. Bon, d'abord, je pense que la culture est en train de changer. Oui. Notamment, il y a un sondage, moi, que je regarde depuis très longtemps, qui est fait tous les ans depuis 30 ans. La question est assez simple. Est-ce que l'État doit plus intervenir dans la vie des entreprises? Est-ce que l'État doit moins intervenir dans la vie des entreprises? Jusqu'aux années 2009, 2010, une majorité de Français, assez d'ailleurs logiquement quand on regarde ce que faisait le gouvernement, étaient favorables à plus d'intervention. Donc on était à 60-40 pour plus d'intervention. La courbe s'est inversée pendant la crise de manière assez étonnante. Et aujourd'hui, quand on prend le chiffre de début 2015, c'est l'inverse. Donc les Français ont compris. Les hommes politiques, pas encore. Ça va venir. Ils sont plus lents que les Français, mais les Français ont compris. Et d'ailleurs, ils ont compris, je fais une petite parenthèse, parce que justement, en tant que consommateurs, ils ont vu leur vie changer. Je fais une petite parenthèse pour revenir sur l'économie collaborative, parce que c'est un point très important. Vous avez 2 millions de membres Blablacar en France. Vous avez 500 000 personnes qui vendent sur le Bon Coin tous les mois. Vous avez plusieurs centaines de milliers qui louent leur appartement sur Airbnb. Vous avez quelques dizaines de milliers de vendeurs sur eBay, etc., etc., etc. C'est des gens qui, au-delà du salaire médian français, qui doit être à 2200 € par mois, font leur fin de mois et ont survécu à travers la crise grâce aux 200, 300, 400 € net de charges, net d'impôts, qui viennent compléter leurs revenus. Quand vous réalisez ce que ça représente, 300, 400 € déchargés et défiscalisés, on est plutôt autour de 800, 900 € dans le système français. Donc, ces gens-là, qui sont aussi des électeurs, hein, qui sont des Français, alors j'aime pas l'expression, mais moyens, ont compris l'économie de marché à travers leur vie de consommateur. Et du coup, ils ont changé leur regard sur l'entreprise, et donc je pense que le terreau est là pour les réformes. Quelques signes positifs, effectivement, dans le virage qu'on peut appeler pro-entreprise ou social-libéral du gouvernement, même s'il y a beaucoup de choses à dire, parce que malheureusement, on alterne des signaux positifs et des signaux négatifs. On pourra parler de l'actualité législative si ça vous intéresse. Des éléments positifs aussi sur le dynamisme entrepreneurial de ce pays, dans une picture générale qui est assez négative. Vous avez en France beaucoup de startups technologiques. Bon, j'en ai cité une, mais il y en a plusieurs milliers. Beaucoup de futurs leaders mondiaux. Je pense qu'on verra dans les années qui vont venir beaucoup de Blablacar, donc des entreprises françaises de technologie basées en France avec des ingénieurs français, des mathématiciens français, dépasser le fameux milliard de dollars de valorisation qui est le gourou absolu de la Silicon Valley. Vous avez aussi, et on l'oublie, une formidable marque France. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier, à la fois en France, mais dans les territoires. Alors, je sais que vous êtes très concentrés sur Paris, mais il y a beaucoup de pépites et on oublie que dans le monde entier, le monde nous aime et nous regarde. Ça paraît un peu idiot de dire ça, mais prendre un exemple très simple. Vous savez que le groupe PSA, donc, que je connais bien, a beaucoup souffert en Europe, mais en Chine, et depuis 10 ans, en marche du feu de Dieu, et les voitures sont signées Peugeot Paris. Parce que c'est un gage de qualité. Ce que nous, on fait en achetant des berlines allemandes en Europe, à tort, hein, bien sûr. Oui. Notre petit exemple, j'ai racheté avec quelques copains la marque Inès de la Fréchange. C'est un symbole dans le monde entier de la parisienne, de son élégance, de la qualité. Et donc on a tendance quelquefois à se sous-estimer. Donc on a un potentiel. On a un potentiel aussi avec
notre formation académique qui est reconnue dans le monde entier. Alors l'ennui, c'est que c'est les impôts qui payent et on va former des jeunes qui vont travailler à l'étranger, mais ça peut s'inverser. Donc il y a des raisons d'espoir. Donc comme Alain, moi je suis un pessimiste de raison à court terme et un optimiste de volonté à long terme. Ça ne m'étonne pas de vous. Est-ce on pose une dernière question, messieurs? Oui, on peut toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions. Moi, j'avais une petite question d'actualité. On parle de l'organisation des JO, justement. Vous parliez de la marque France. Est-ce que vous pensez que l'organisation des JO peut avoir un élément de dynamisation de notre économie, d'un certain nombre de dossiers qui pourraient avancer dans ce cadre-là, et à Paris notamment? Alors, c'est un sujet que je connais pas mal, parce que je suis pas mal impliqué dans la petite équipe d'organisation. Bon, d'abord, je crois qu'on a quand même besoin de projets communs. On a besoin d'avoir envie de France. Même si MEDEF est souvent dans la critique, on essaie aussi de porter des choses positives et surtout fédératrices. Et c'est vrai que d'ailleurs qu'on soit entrepreneur, patron ou tout simplement citoyen, on en a un peu marre d'entendre parler de notre pays pour des raisons qui sont négatives. Donc on a envie quelque part de gagner ensemble. Et ce projet, il est assez fédérateur. Pour plein de raisons. Bon, d'abord parce qu'on a une bonne chance de gagner. C'est toujours mieux de partir quand on a une chance de gagner. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, il y a des concurrents, on va dire, un peu moins glamour. Il y a Hambourg. Oui. Bon. Je sais, Jeff, que tu as des raisons particulières d'aimer Hambourg, mais enfin, voilà, à part avoir une petite copine à 18 ans qui habitait Hambourg, il y a assez peu de raisons d'aimer Hambourg. Ou d'être passionné par le hors. Mais enfin, globalement, c'est quand même un peu un joli port de pêche. Vous avez Budapest, qui est une jolie ville, mais quand même un tout petit peu petite. Vous avez, il y aura probablement Bakou, mais toutes les affaires de Monsieur Blatter vont probablement jouer dans le bon sens de ce point de vue-là, parce que pas une ville qui est totalement réputée pour sa transparence financière. Et puis, le vrai concurrent, c'était les États-Unis, puisque 2024, ça sera États-Unis ou Europe. Et ils ont choisi Boston, dont la population ne veut pas des Jeux. Ils ont raison. Ce qui est un petit problème. Alors, je reviens quand même un peu en arrière. Donc, on a une chance de gagner, c'est donc, de ce point de vue-là, un beau projet. Là, on va se dire, MEDEF qui passe son temps à réclamer la baisse des dépenses publiques, j'ai commencé par ça. Mec, vous marchez sur la tête. Vous êtes d'un côté totalement schizophrène. Ça peut nous arriver d'ailleurs assez régulièrement. Là, le sujet, c'est que, et c'est quelque chose que je n'avais pas complètement en tête, en fait, les JO, c'est un projet financé par le CIO qui arrive avec ses sponsors. Et qui gagne de l'argent. Donc c'est un business model qui arrive, qui est totalement intégré. Ce que le pays organisateur doit fournir, c'est des équipements. Et alors de ce point de vue-là, avec tous les impôts que vous avez payés depuis de nombreuses années, on est assez bien pourvu. La seule chose qui nous manque, c'est une piscine olympique. Ça coûte alors on va dire entre 100 et 200 euros, enfin ça dépend où on le fait, donc c'est peut-être une transaction intéressante avec des bureaux autour, hein, j'en sais rien, mais enfin, on verra. Et un village olympique. Là, il y a du business, mais dont la caractéristique doit être, parce que CIO a bien compris, le nouveau président s'appelle Thomas Barr, a bien compris que la legacy d'Athènes, avec, je ne sais pas si vous avez visité Athènes post-Jeux Olympiques, mais il y a tous ces stades vides, le village olympique où il n'y a personne, etc. Ou la legacy Sochi. Moi, j'ai été à Sochi, c'est quand même absolument phénoménal. Cette station conduit à 500 mètres d'altitude où plus personne n'ira, enfin, personne n'allait avant, personne n'ira après les Jeux. Donc, cette idée qu'on peut tout se permettre pour les Jeux Olympiques est morte. Et donc, on va construire quelque chose qui servira au développement immobilier et donc servira post. Donc, c'est un projet qui est économiquement raisonnable, qui coûtera peu aux contribuables, parce qu'on a la chance d'avoir une région Île-de-France qui est très équipée et dont les équipements seront, à part la piscine, intégrés dans des projets de Grand Paris qui seront déjà financés. Donc, on a envie de ce projet et le MEDEF soutient ce projet, mais ça ne doit pas exempter qui que ce soit de mettre ce pays sur la marche des réformes que les autres n'ont pas fait. Parce qu'il y a quand même une chose que j'ai pas dite au début. Le monde nous admire, on aime la France, etc. Mais enfin, quand on se balade dans le monde, et vous devez le voir, et surtout en Europe, il y a un certain nombre de pays qui disent, mais attendez, nous, on a fait le job. Nous, on a fait des efforts. Nous, salariés allemands, de 2000 à 2012, pas d'augmentation de salaire. On s'est serré la ceinture pour maintenir l'emploi. Nous, fonctionnaires espagnols, on a vu nos salaires baisser de moins 10%. Nous, fonctionnaires anglais, on a perdu 500 000 jobs. Et à part les Grecs, tous les Européens ont fait des efforts très significatifs pour se mettre en conformité avec l'économie mondiale. Les seuls
qui continue à toucher 36 mois de chômage quand il touche au chômage ou pas les NULEDIC, Et oui. qui continue à avoir un panel d'aide sociale absolument invraisemblable avec un niveau de fraude qui est au-delà du raisonnable, les seuls qui continuent à embaucher des fonctionnaires dans les collectivités locales avec 25 jours de RTT plus 25 jours d'absentéisme, il n'y a pas de journaliste, on peut y aller. Ah bah si, Il y a vous que êtes moi, mais journaliste. je compte pas, non. D'accord, bon, vous comptez pas. Donc, les seuls, c'est nous. C'est les Français. Et donc, à un moment, il va falloir qu'on arrive. Alors, on aurait pu penser que l'échéance, c'était maintenant, hein, puisqu'on aurait pu penser qu'à force de rater nos rendez-vous européens, mais comme il y a quelqu'un qui les rate plus que nous, qui est la Grèce, Oui, c'est pas mal. vous savez, c'est comme dans la classe. Si vous êtes l'avant-dernier, ça se passe toujours mieux que si vous êtes le dernier. C'est comme quand il y a un tigre qui vous court. L'important, c'est pas de courir plus vite le tigre, c'est de courir plus vite que le gars qui est à côté. Là, pour le moment, c'est nous. Mais ça va pas durer. Et on vous ment, je terminer là-dessus, on vous ment quand on vous dit qu'on baisse les dépenses publiques en France. Cette baisse de 40 milliards d'euros, mais c'est vrai pour la gauche, c'est vrai pour la droite. 40 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques, c'est une énorme intoxication et la presse, pas vous, cher monsieur, Non. mais les autres, ne font pas leur travail. Parce que, en réalité, les dépenses publiques continuent d'augmenter et la baisse dont on nous parle, c'est un ralentissement de la hausse. C'est comme le type qui grossit tous les ans de 10 kilos, l'année où il grossit de 5, il n'a pas maigri. Absolument, ça je vous le confirme. Je dis pas ça pour mon ami Jeff, mais c'est quand même une réalité technique. Donc le jour où on ira vraiment dans le dur et qu'on ira dans la baisse des dépenses publiques, et ça passe, enfin bon, je m'arrête là parce que sinon j'en ai pour 1 heure, mais ça passe par une chose et une seule chose, c'est supprimer le GVT dans la fonction publique. Il faut bien comprendre que l'essentiel budget de l'État, c'est les dépenses de personnel, et que quand vous êtes, et c'est extrêmement difficile, vous êtes maire, vous êtes patron d'un hôpital, vous êtes patron d'une agence de l'État, vous commencez votre année, vous avez déjà 1,5 ou 2% d'augmentation de votre budget, parce que l'effet, donc GVT pour les non-spécialistes, glissement vieillesse technicité, c'est quand vous rentrez fonctionnaire à 20 ans, que vous soyez bon ou mauvais, qu'il pleuve ou qu'il vente, que l'inflation soit à 0 ou à 5%, tous les ans, par le simple fait d'être là et de venir le matin, et encore pas tous les matins, parce que c'est ça le sujet, hein, pas tous les matins, vous progressez dans la hiérarchie et donc vous atteignez des coefficients qui fait que votre salaire minimum augmente. Et c'est ce truc délirant qu'il faut qu'on arrive à secouer. Alors évidemment, le jour où on fera ça, prenez ni le métro, ni le train, ni l'avion, ça va être un peu rock'n'roll. Voilà. Bon, je m'arrête parce que sinon on en a pour plusieurs années. Merci. Merci à vous. Vous dire un mot ? Merci Geoffroy de cette intéressante intervention, un peu iconoclaste. Je vous invite maintenant à rejoindre le jardin dans lequel vous aurez un cocktail, j'espère, de grande qualité. Et nous vous remercions, évidemment. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, j'espère. Merci beaucoup.